Ouais, salut les gars du bocal. Alors du coup, je vous fais une petite vidéo tuto, enfin petite, il y a pas mal de trucs à voir, mais pour ceux qui veulent utiliser Tabletop Simulator, donc maintenant que je l'ai bien poncé, je vais vous montrer ce que j'ai appris et comment on peut créer un proto assez facilement, avec juste un petit peu de pratique. Et franchement, c'est pas très long. Voilà, donc pour un titre de comparaison, en dehors de la préparation des fichiers, c'est ce qui est le plus long en fait, puisque vous faites le graphisme pour votre jeu, après vous allez utiliser tous les fichiers que vous avez créés, de toute façon vous allez les mettre en JPEG ou en PNG pour les utiliser dans Tabletop. Donc vous faites la partie graphique de votre jeu. Et après l'importer dans Tabletop et le paramétrer, c'est une grosse demi-heure de travail, c'est franchement pas méchant. Là, la vidéo sera forcément un peu plus longue parce que pour ceux qui ne savent pas du tout l'utiliser, je vais vraiment prendre toutes les bases. Donc, premièrement, on va lancer le logiciel. Donc, une fois que vous l'avez acheté et installé dans votre bibliothèque Steam, voilà. Donc, on va pas échapper à la petite musique du début. Voilà. Donc, au début, vous arrivez sur le menu, donc vous pouvez rejoindre une partie en cours. Donc, il va vous afficher un tableau recherche de partie comme n'importe quel jeu en réseau. Et après vous avez Create et c'est là où vous allez pouvoir créer soit une partie un joueur, soit un multiplayer réseau, soit ce qu'on appelle un hot seat. C'est-à-dire qu'en fait on joue tous sur le même ordinateur, chacun son tour. Donc quand c'est un tour de jouer, un joueur de jouer, il joue, les autres pendant ce temps-là ils regardent ailleurs. Et puis quand il a fini, il dit qu'il a fini, il y a un autre joueur qui vient jouer, etc. C'est assez chiant. En réseau ça fonctionne très bien. Donc déjà quand vous voulez créer tranquille, on va se mettre en single player. Hop. Alors, quand vous cliquez sur Single Player, enfin vous lancez un truc pour la première fois, vous avez cette fenêtre qui s'affiche, qui est en fait la fenêtre des games, donc c'est tous les jeux enregistrés. Vous avez les jeux classiques préenregistrés, donc tous les jeux de cartes, les jeux de dames, les voilà. Vous avez les DLC, donc ça c'est des jeux payants, donc c'est des jeux réellement édités que vous pouvez avoir en version tabletop, mais il faut les acheter. Vous avez le workshop. Alors workshop, c'est sur Steam, c'est des mecs qui s'amusent à faire des jeux. Hein. D'ailleurs, il y a des problèmes de droit, donc moi j'avais pris ça pour tester, hein, et c'est souvent assez lourd d'ailleurs. Mais c'était juste pour regarder un petit peu comment c'était foutu. Mais bon, je suis pas très très fan du système. C'est qu'en fait, il y a des joueurs, ils scannent leur matériel et ils refont des jeux édités, mais du coup, ils ont pas les droits, donc voilà. Ça permet à d'autres d'y jouer gratos, quoi. Et ici, vous avez vos propres sauvegardes et vos propres créations. Donc il vous affiche que les 5 derniers, bien entendu. Si vous cliquez sur le bouton, vous voyez, vous en voyez plus. Hein. Donc au début, normalement, vous chargez en fait une partie. Et si vous voulez commencer de zéro, il suffit de fermer cette fenêtre avec la petite croix rouge là, et hop, vous arrivez. Il vous balance un background et une table par défaut. Que vous pouvez régler par la suite parce que là vous voyez enfin la table est pas géniale et puis en plus on joue dans une église, c'est ouais, enfin, c'est assez sympathique. Cela dit, voilà la base. Donc quand vous avez une table, elle se présente comme ça. Donc il y a différents emplacements pour les joueurs. Par exemple ici c'est une table pour 6 joueurs max a priori. Et donc chaque joueur connecté est visible. Alors là je suis en solo, donc vous voyez ici, on a le nom des joueurs connectés, je suis tout seul. On verra quand je vous expliquerai la partie ou comment on crée une partie et inviter des gens. Normalement, quand vous créez une partie avec plusieurs joueurs, avec plusieurs places disponibles, vous avez un petit plus en dessous qui apparaît et ça vous permet quand vous cliquez dessus d'afficher votre liste d'amis Steam et donc de lancer des invitations à d'autres joueurs pour qu'ils vous rejoignent dans la partie. Et du coup, leur nom va s'afficher sur un des côtés de la table et dans la couleur qu'ils auront choisi là. Alors, par défaut, quand on est tout seul, là, il nous met la couleur blanche et il y a jaune, rouge, vert, violet, cacadois, enfin ce que vous voulez, c'est pas un problème. Voilà, donc là, je suis en single player parce qu'on va se mettre en mode création. Donc, présenter l'interface tout d'abord. On a ici donc Games. Si je clique dessus, ça me raffiche la fameuse fenêtre où je peux loader, sauvegarder. Ok. Euh, voilà. Donc on va passer tout de suite à la sauvegarde. Hein. Comme ça, ce sera fait. Donc quand je veux charger, je clique sur une case là et il va me proposer de loader le jeu. Donc on verra ça après. Mais du coup, hop, il va vous afficher le background, la table et le matériel que vous aviez mis en place à l'avance. Et sinon, quand vous avez fait une créa ou une disposition de jeu prêt à jouer, en fait, pour la sauvegarder, vous cliquez là-dessus, Save and Load. Voilà, vous allez cliquer sur Save Game.
il va vous laisser root folder, hein, vous lui donnez un nom, vous sauvegardez et du coup il apparaît là. Et si à un moment donné vous le reloadez et que vous faites des modifs dessus, et vous retournez dans Save and Load, vous voyez votre jeu qui apparaît, c'est celui-là par exemple, paf, vous voulez l'écraser, vous cliquez sur les trois petits points qui sont là et vous faites Overwrite, et du coup ça va écraser, ça va mettre à jour vos dernières modifs. Voilà, donc très simple. Donc Games pour afficher la bibliothèque de chargement ou de sauvegarde des jeux. Ensuite, vous avez Object. C'est là où il va y avoir les bibliothèques d'objets que vous pouvez utiliser. Donc, il y a 4 grandes parties. Il y a les components. Donc, vous voyez qu'on trouve un paquet de trucs. On va les voir plus en détail après. Mais voilà, il y a des blocs. Donc, voilà, c'est pour simuler des pièces en bois. Donc, il y a des petits cubes, des rectangles. Voilà. Ici, il y a des plateaux de jeu. Donc, des plateaux d'échecs, de dames, de réversi. Enfin, bon, voilà. Ici, il y a pas mal de jeux de cartes différents. Les checkers, donc ça c'est des pions pour jouer aux dames, des pièces d'échecs, il y a les dés, donc les dés il y a voilà, différents types de faces, tout ça, dés en métal. Bon, après au fur et à mesure des mises à jour ou de ce que vous téléchargez dans le workshop, il y a plus ou moins de trucs. Il y a des figurines, donc ça c'est pour certains jeux de plateau qui ont besoin de figurines. On peut aussi faire simplement des figurines custom, donc c'est-à-dire le petit standy avec le petit socle, la pince et puis on met un petit carton dedans, on affiche ce qu'on veut. Il y a des jetons de Go avec le bol pour les mettre dedans, avec le plateau et tout. Il y a des billes ou boules de bowling, puisqu'on peut simuler des petits jeux de bowling. Donc, ça dépend de la taille qu'on leur met, mais voilà, enfin, ça, à la base c'est des billes. Là-dedans, on va avoir des pièces, des bols aussi, bols, des pions de réversi, des dominos, des pièces pour jouer à pile ou face, enfin voilà, des pièces de mahjong. Truc très classique aussi. Là on a d'autres pièces de jeu en bois. Ici on a des pions classiques pour les joueurs, des pièces, enfin des pions de poker, des figurines pour les parties de jeu de rôle, pour ceux qui veulent faire des parties de jeu de rôle. Donc on peut, voilà, on a plein de types de créatures différentes. C'est un peu long à charger là d'ailleurs, j'ai cliqué, voilà, et en plus vous voyez elles sont animées, c'est à dire que sur le plateau, quand on fait des parties de jeu de rôle, ils sont animés, et si à un moment donné l'orc, vous lui donnez l'ordre d'attaquer la figurine qui représente votre joueur, on va les voir vraiment combattre et tout, enfin voilà, c'est rigolo, ça c'est le petit plus, vous voyez, il y a les tile sets, il y a plein de décors pour créer des donjons pour vos joueurs, etc. Et enfin il y a les tools, donc là on trouve tout ce qui est un peu hors jeu, ou mais du matériel qu'on peut être amené à utiliser dans certains jeux, donc la calculatrice, le sac de pioche, ça je vous le montrerai, donc on met des pions dedans, ou des tuiles, ou ce qu'on veut, et puis on les pioche. Digital clock, donc voilà, une petite horloge, un compteur de tours, le MP3 player où vous pouvez afficher, vous pouvez lui demander d'afficher et de diffuser les musiques d'une playlist de MP3 qui est sur votre PC. Note card, donc ça permet d'afficher un bloc-notes pour prendre des notes. Vous verrez qu'il y a des outils en plus pour écrire dessus. Et tablette, alors ça c'est le truc rigolo, pour certains jeux comme Demeure de l'épouvante ou certains jeux qui utilisent des applis, on peut afficher une tablette, et même des jeux d'enquête et tout ça, et donc sur cette tablette, ça simule en fait un navigateur internet comme si on était sur notre PC, donc ça gère les applis Android, et ça permet aussi donc une appli de jeu par exemple, et ça permet aussi d'aller faire des vraies recherches sur internet, enfin vous voyez votre navigateur qui apparaît, je peux vous le montrer vite fait si vous voulez voir ce que ça donne. Hop, là, donc là il va me l'afficher, pop 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 pop. Il y a certains éléments qui peuvent être plus ou moins longs à charger, mais vous voyez là on voit website URL, si je clique dedans, voilà, je vais aller sur Google, je suis sur Google, et donc je peux faire une vraie recherche comme si j'étais sur une vraie tablette, sauf que je suis en train de jouer sur tabletop, voilà, et donc c'est une tablette, on peut la passer à un autre joueur, etc. Bref, on y reviendra. Donc ici donc vous avez tous les composants, et il y a cette partie custom qui vous propose donc de créer en fait vos propres pièces de matériel. Donc ils affichent des pièces de matériel dites blanques, donc vides, vierges, et donc on peut en faire ce qu'on veut. Et ça va être le gros de la vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer une partie de ces objets là pour faire vos propres protos avec vos éléments. Ensuite on a les tables. Donc là voilà, on a plusieurs types de tables, hein, voilà, même la grosse table de poker et tout, machin. Bon, c'est pas, voilà. Il y a des tables en verre. Voilà, voilà. Moi, ma préférée, alors on peut faire des custom squares, donc c'est des tables avec un fond blanc, et du coup, il va nous demander automatiquement d'importer une image qui va s'afficher là. Voilà.
Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, ma préférée, c'est quand même la table rectangle. Voilà, parce qu'elle est grande. Il y a des petits tiroirs, on peut pas vraiment les utiliser, mais bon, voilà. Il y a des bords pour ceux qui veulent faire des jeux de pichenette, et puis elle est vachement grande. Il y a tapis simulation moquette, et du coup, c'est plutôt agréable pour jouer. Donc voilà, on a la table, et enfin la dernière partie, donc il y a les backgrounds, donc là c'est pour changer le fond, donc vous voyez, moi, je suis pas trop les églises, voilà, donc là un petit fond neutre, tout ça, et bien entendu, dans les backgrounds, vous pouvez aussi importer du custom, donc importer votre propre fond. Alors attention, c'est un format d'image très particulier, d'ailleurs il vous le dit là, ça utilise en fait une image en haute résolution qui s'appelle HDRI Panorama, et donc qui doit faire maximum 4000 pixels de large par 2000 pixels de haut. Que vous tapez un peu sur internet HDRI Panorama, vous allez tomber sur des sites qui vous en proposent. Je vous montrerai sur mon jeu les Égyptiens, j'en ai chopé un. Et donc il n'y a que ce type d'image qui se mettra bien en panoramique. Sinon vous allez vous retrouver avec une image ultra déformée si vous utilisez n'importe quoi. Voilà. Bon, sinon vous mettez un espèce de fond flou comme ça, c'est très bien. Donc voilà, donc là object, ici on va retrouver nos bibliothèques d'objets. La dernière que je vous ai pas montré c'est saved object, vous verrez, alors, je vous montrerai quand on va regarder, quand on crée des objets sur nos protos. On peut les sauvegarder dans une bibliothèque pour pouvoir les réutiliser ultérieurement facilement. Donc là, moi par exemple, j'en ai déjà fait plein, mais là par exemple, vous voyez le deck développement de Age of Cards, c'est déjà le deck complet. Si je le prends, voilà, il y a déjà les 120 cartes dedans et tout, il est prêt à jouer quoi. Donc il était déjà sauvegardé, le deck de 60 secondes chrono, c'est pareil. Voilà, donc du coup, là on peut tout sauvegarder, on peut sauvegarder et récupérer les objets très facilement. Voilà, donc ça c'est pour les objets. Ensuite, donc on a la musique, parce que c'est assez secondaire, mais si pendant vos parties vous voulez diffuser de la musique, bah, vous pouvez, mais du coup tous les joueurs l'entendront. Il y a de nouveau le notebook, donc c'est là où on peut afficher les règles, enfin ou des aides de jeu, ou éventuellement envoyer des notes à certains joueurs, notamment quand on fait des parties de jeux de rôle. Ici il y a des options, donc la 3/4 on s'en sert pas. Sauf les permissions éventuellement. Alors les permissions, important, moi j'ai tout décoché. Ça veut dire qu'en fait il n'y a que vous qui êtes admin, et les joueurs qui se connectent sur vos parties ou sur vos protos, ben ils peuvent pas, voilà, ils peuvent pas renverser la table, ils peuvent pas changer de couleur. Enfin en gros c'est vous qui gérez la partie. Sinon si vous laissez trop de trucs cochés là-dedans, c'est le bordel. Il y a des joueurs qui vont vouloir faire mumuse avec le matériel, et voilà, ça va déconner. Euh, donc dans les options, on a aussi, bon, on peut régler, il y a des options de physique, ça c'est plus si vous faites des jeux de pichenette, mais ça sera réglé vous-même pour régler la gravité, tout ça, machin. Voilà, les mains, j'ai pas trop regardé ce que c'était d'Isabelle, ouais, désactiver les joueurs qui ont plus de cartes, ça c'est surtout quand dans les jeux à élimination. Et donc il y a turns qui est important. Si vous activez pas cette option turns là, vous voyez là ici il m'a rajouté tout de suite Enter. En fait quand vous faites une partie, le logiciel lui ne fait que simuler du matériel virtuel que vous avez créé ou que vous avez importé. Les règles du jeu et tout ça, il s'en fout. Sauf si vous savez écrire du script, mais voilà, on n'en est pas là, il y a très peu de gens qui savent le faire. Mais en gros, les règles, il s'en tape, lui. Il autorise. Enfin, d'ailleurs, en jeu, vous pouvez tout à fait faire une fausse manip et tout, faire un truc qui n'est pas autorisé dans le jeu. Le logiciel, il va rien vous dire. En plus de ça, donc comme dans tout vrai jeu de société sur table, il peut arriver qu'il y ait un joueur à un moment donné qui joue et c'était pas son tour, et il fait ah merde c'était pas mon tour, alors du coup faut tout remettre, tout repartir en arrière. Vous avez une flèche pour revenir en arrière ou réavancer, mais du coup c'est super chiant. Donc vous pouvez cocher cette case turn, et à partir de là, quand un joueur c'est son tour, il y a sa couleur qui s'affiche, il fait ses petits trucs et tout, et quand il a fini de jouer, il clique sur Enter. Alors là, comme je suis tout seul, il me redit que c'est à moi de jouer, mais vous voyez, il m'affiche, voilà, c'est le tour de Clotian de jouer, joueur blanc, et il va afficher, alors si après il y a un joueur rouge, il va dire c'est au joueur rouge, et puis le bouton Enter va avoir un petit carré rouge, pour dire que c'est le joueur rouge qui doit jouer, et quand lui il a fini, il clique, et ça va envoyer une notif au joueur suivant. Donc ça, vaut mieux l'activer, c'est sympa. Bon, je vais pas l'activer pour le moment, parce que là on va créer. Mais quand vous faites une partie, c'est bien de le mettre. Alors en plus, si vous activez les turns, vous pouvez choisir deux types de gestion de tour, soit automatique. Donc ça veut dire, si c'est automatique, ça veut dire que le premier joueur, c'est le logiciel, il va foutre un joueur en premier là, puis voilà, aléatoirement. Et après, il va soit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens inverse. Voilà.
Non, plus souvent c'est dans le sens inverse, j'ai l'impression d'ailleurs il le fait, enfin c'est plutôt aléatoire, c'est une fois sur deux. Sinon, vous avez la version custom. Alors la version custom, simplement ici vous voyez qu'il y a toutes les couleurs disponibles pour des joueurs. Voilà, selon les couleurs que vous avez dans votre jeu. Si vous voulez imposer un ordre de tour en fonction des couleurs, bah, déjà vous allez trier les pions dans l'ordre de jeu que vous voulez faire. Voilà, et si vous cochez custom, et ben lui, le logiciel, quand il va commencer, en fait le premier tour ce sera le joueur rouge qui va jouer, puis quand le joueur rouge aura fini, il va passer au joueur jaune, puis au joueur vert, en fait il va respecter le setup que vous aurez fait ici. Voilà, bon, moi je laisse en automatique, c'est voilà, c'est bien aussi. Reverse Order, bah, c'est si dans certains jeux, comme bah, par exemple 60 secondes chrono avec certaines cartes, alors c'est une manip un peu contraignante, parce qu'il faut aller dans Turn et tout. Je crois pas que j'ai pas vu de raccourci pour le moment, mais en gros vous cochez cette case et ça permet d'inverser le sens de rotation. Bah d'ailleurs, faudra peut-être que je m'y penche. Alors, en gros, s'il joue souvent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, bah vous pouvez mettre plutôt le sens des aiguilles d'une montre. Skip Empty Hands, bah ça justement c'est toujours pareil ce qu'on a vu dans les hands, déjà ça permet de faire sauter le tour des joueurs qui n'ont plus de cartes. Pass turn, ça permet en fait quand vous le cochez de permettre à un joueur de passer son tour éventuellement. Et Disable Interaction, alors ça voilà, c'est le super truc hyper important, enfin moi je l'utilise beaucoup maintenant, à partir du moment où vous avez activé les tours, si vous cochez en plus cette case, et ben quand c'est son tour de jouer, il n'y a que le joueur dont c'est le tour qui peut manipuler le matériel. Tous les autres, ils peuvent essayer de cliquer n'importe où, ils pourront pas. Donc comme ça, il n'y a pas d'erreur possible. Et donc voilà, si vous laissez décocher, et ben pendant que le joueur blanc c'est son tour de jouer, bah, si le joueur rouge il a envie de bidouiller des cartes, il peut. Et ça peut être contraignant. Donc moi je le coche. Comme ça, voilà, il n'y a que le joueur dont c'est le tour qui peut manipuler le matériel. Donc voilà ce que vous retrouvez dans les options, mais voilà, on va surtout retourner turns et permission, c'est les deux plus importants. Après il y a modding, alors modding ça sert pas à grand chose, c'est pour modder en fait le logiciel. Donc vous avez l'accès au workshop de Steam, si vous cliquez là, bah, ça vous ouvre la page workshop de Steam avec des trucs qui sont mis en libre service par d'autres joueurs, et donc vous cliquez sur un bouton, ça les ajoute à votre version du jeu. Le Cloud Manager, ça vous permet en fait d'afficher tout ce que vous avez déjà importé, un historique de tout ce que vous avez importé, parce que c'est stocké sur le cloud de Steam dans votre compte, donc pas sur votre PC. Et ça vous permet de récupérer, bah là au fait vous voyez tous les JPEG qui ont été utilisés. Alors c'est un avantage, par exemple le plateau ici qui est assez lourd, 4,6 mégas, la première fois que je l'ai importé, ça a pris 20 bonnes secondes pour qu'il s'affiche. L'avantage quand c'est sur le cloud, c'est que maintenant chaque fois que j'ai besoin de le réutiliser ou de le charger dans une partie, il s'affiche en 2 secondes. Parce qu'il est déjà stocké sur le cloud. Donc voilà, donc là ça vous permet de voir le cloud, et après il y a le fameux scripting, c'est là où on peut taper des scripts pour ceux qui se sentent de faire du code. Là on peut vraiment scripter beaucoup de choses, c'est-à-dire même bah, en fait générer des restrictions de règles, c'est-à-dire vraiment programmer les règles du proto. Alors là c'est voilà, c'est la folie, et ça sert pas à grand chose pour le coup. Voilà. Ensuite, on a le fameux bouton flip. Alors, on va le faire une fois, comme ça voilà, tout le monde verra. Donc voilà, c'est le fameux, le mec quand il en a marre, rage quit, il renverse la table, il quitte, voilà, il clique et ça vire la table et tout le matos se barre en couille. Et du coup, c'est rigolo. Hop. Et enfin, on a le menu qui vous permet de donc résume game, bah, c'est pour retourner dans le jeu. En fait, ça met pause. Hein. Configuration, alors il y a plusieurs trucs dans configuration. Déjà, configuration en jeu, lock speed, c'est la vitesse de rotation de la caméra. Si vous pouvez inverser l'axe vertical ou horizontal, donc c'est en gros si je vais en haut, bah, ça baisse la caméra et voilà, et vice versa. Mouvement speed, bah, c'est pareil, c'est la vitesse des mouvements des pièces ou de la souris. Le field of view, alors moi c'est le seul truc que j'ai changé d'ailleurs. Le field of view, c'est l'angle de vue, le champ de vision. Euh, il est de base réglé sur 100. Alors, dans la plupart des jeux vidéo à la première personne, genre les Call of Duty et tout ça, pour ceux qui connaissent, les field of view, souvent, selon les joueurs, ils sont réglés entre 70 et 90. Normalement, la norme, c'est 90. C'est qu'en fait, plus le field of view est grand, plus la perspective sera déformée dans la longueur, en fait, dans la profondeur. Donc du coup de base quand c'est à 100, je vous assure quand vous jouez sur des plateaux longs, quand vous êtes un peu au ras de la table, vous avez l'impression que le truc il part à 10 km et ça déforme tout, les carrés, les ronds et tout, c'est assez moche. Et donc bah moi je le règle là sur, quand j'ai mis 90 il me remet 89, mais voilà 89-90 c'est bien. Je trouve que c'est un bon truc. Portrait, c'est pour savoir si ça affiche en plus du nom du joueur, et ben son portrait, vous voyez quand on tourne autour de la table, vous voyez on voit mon petit portrait, mon petit logo Steam. Voilà, ça c'est pas, vous pouvez les désactiver,
si vous avez envie. Et c'est mode trading, je crois que c'est pour autoriser l'utilisation des modes. Bah, bref. Graphique, bah là c'est là où vous réglez les graphismes selon votre PC, hein, vous vous débrouillerez, donc il y a tout, hein, plein écran, la synchro, voilà. Le son. Le son, et ben c'est là où vous pouvez faire des réglages de son. Voilà, en jeu, voice chat, donc là c'est toggle ou disable ou push to talk. Alors ça c'est quand, parce qu'il y a un chat intégré au jeu pour qu'on puisse se parler avec les micro-casques. Là vous pouvez choisir si c'est en gros tout le monde peut parler tout le temps, on s'entend parler. Soit il faut appuyer sur une touche pour parler, ça peut être assez chiant, après ça évite aussi que tout le monde parle en même temps, bon, on laisse toggle normalement. Ou disable, c'est-à-dire qu'en fait personne ne peut se parler, vous désactivez le chat. Et là vous choisissez quel microphone vous utilisez. Les contrôles, moi j'y touche pas parce que les raccourcis de base sont assez simples à comprendre, d'ailleurs on va y revenir. L'interface, alors l'interface c'est là où il y a les réglages d'interface. Alors moi là vous voyez que tout est coché, donc on voit tous les menus apparaître là. Moi quand on est en jeu, je désactive en fait tous les... sauf le chat là, le chat vous pouvez le laisser. Voilà, je désactive tous les menus et je laisse juste afficher le nom des joueurs et le chat. Vous voyez par exemple là si j'applique, hop ça disparaît, ça fait un espace plus propre et ça évite qu'il y ait des joueurs qui aillent cliquer sur les menus par erreur. Voilà, donc ça c'est en partie vous pouvez faire ça, ça j'y touche pas. Scale, auto-scale, je laisse sur 100, je crois que c'est pour voilà, les proportions. Là on peut régler le pointeur si on veut s'amuser, bon, bref, il y a des thèmes, vous vous débrouillerez. Blockade, là c'est pour voir les gens que vous avez bloqués, ça arrive normalement pas. Voilà, donc ici la configuration quand vous êtes dans le menu, serveur browser, donc ça c'est pour afficher un navigateur internet, help, ça vous affiche tous les raccourcis, mais bon on va en voir la plupart. Et enfin main menu, c'est pour revenir au menu principal. Voilà. Ensuite ici, Lift 8, il y a une petite tirette quand vous cliquez dessus qui permet en fait de gérer le poids des pièces, enfin des éléments de jeu, ils seront plus ou moins lourds. Ça a pas de, ça a aucune utilité, j'y touche pas. Et il y a le petit carré ici qui est le degré de rotation. Donc ça c'est le degré de rotation qui se fera en fait, qui sera incrémenté chaque fois que vous ferez une rotation d'un objet. Voilà, moi je le règle par défaut par 80 sur 90, c'est plus simple. Mais voilà, vous pouvez mettre 15, 30, 45, 60, 90. Donc voilà, donc là on a le menu de base. Ensuite, sur la gauche, on a le menu d'outils. Donc grab, c'est la main de base, hein, c'est ce qui vous permet de prendre les objets et tout. Vous êtes en mode, voilà, j'utilise ma main. Vous avez le stylo, donc vous avez, vous pouvez tracer des lignes, vous pouvez écrire des trucs, vous pouvez tracer des carrés, des cercles et tout. Donc c'est dessiné directement sur les éléments de jeu ou même sur la table. C'est comme si c'était une table à dessin, vous voyez. Voilà. Ceci, on fait des jeux de dessin par exemple, peut servir. Puis après on a une gomme, voilà. On peut régler la couleur, enfin bref. Moi je m'en sers jamais. Ici donc c'est pour régler les zones, différents types de zones de jeu. Donc il y a le scripting, on n'y touche pas parce que je vous dis c'est trop compliqué. Le fog of war, ça c'est sauf s'il y en a qui veulent faire des jeux de figurines ou des jeux de rôle, on peut simuler des brouillards de guerre. Brouillard de guerre, vous irez chercher sur Google pour ceux qui connaissent pas. C'est utilisé dans les jeux vidéo en fait. Hands, ça c'est pour voir les zones de stockage des cartes dans la main des joueurs. Donc en fait chaque joueur quand il est autour de la table, donc il a sa couleur, et donc quand on glisse les cartes au bord de la table, elles se mettent dans sa main. Et donc c'est pour, en fait plus la zone est grande, plus le joueur va pouvoir étaler de cartes. Sinon elles vont un peu se superposer les unes les autres. C'est pas toujours évident de les lire. Donc après ça on peut régler un peu les zones en fonction ou même en supprimer, vous voyez. Voilà, j'aurais pas dû, mais tant pis. Et on peut en créer des nouvelles ou pas? Ah, ça c'est pas drôle. Ah si, d'accord, ok. Enfin, bon, voilà. Donc on peut en créer des nouvelles en les traçant simplement, en les traçant avec le bouton gauche. Et du coup, on peut lui donner, eh oui, on peut lui donner une couleur. Donc voilà. Bon. Ok, donc voilà, ça c'est pour gérer les zones de jeu des joueurs. Le randomise, je sais pas trop. Apparemment, on peut créer une zone dans laquelle quand il y a des objets qui se foutent dedans, ça en génère des aléatoires. Voilà. Et des zones masquées, alors ça c'est si vous avez des jeux où il y a par exemple un maître de jeu ou des éléments qu'il n'y a qu'un seul joueur qui doit voir, et il peut créer une zone, et donc pour lui, et qui est sur le plateau de jeu, du coup pas dans sa main, et tous les objets qui seront glissés dans cette zone ne seront visibles que par lui. Les autres joueurs, eux, ils verront le plateau, enfin en fait ils verront rien. Voilà, ça c'est bon.
Ok. Et si je veux le supprimer, eh ben je peux pas. Ça c'est trop top ça. Ah si, voilà, parfait. Ici il y a des lines, alors je sais pas trop ce que c'est, ça je suppose peut-être pour mesurer, mais voilà, je m'en sers pas. Là vous avez le flic, alors ça je vous montrerai vers la fin, mais c'est en gros c'est pour faire des pichenettes. Quoi que je peux vous montrer maintenant, en gros quand vous avez un élément sur la table, si vous faites un jeu de pichenette, plutôt que d'avoir la main où je peux bouger les objets, tout ça, alors voilà, et ben si je me mets en mode pichenette, je peux maintenir le clic gauche et puis je règle la puissance, plus la flèche est longue, plus c'est puissant, et hop, voilà, je fais de la pichenette. Ah, là c'est pas très bien géré. Voilà. Bref, ici, ici c'est pour chaîner des objets, donc là on peut sélectionner plusieurs objets puis les faire se déplacer ensemble. C'est-à-dire en fait, bah, quand on en prend un, bah, les autres qui sont chaînés avec, enfin qui sont attachés avec suivent. Ici on peut créer des joints de fixation, c'est-à-dire bah, des endroits où les objets se fixent. Des lignes de fixation, des lignes de ressort pour éjecter des trucs. Ici on a un outil de texte pour taper du texte. Voilà. Si vous avez besoin de prendre des notes ou de rendre sur un bloc-notes, bah, vous avez besoin de taper du texte, bah voilà, ça vous génère un petit bloc de texte et on peut taper du texte. Voilà. Ici, alors là, il y a des systèmes de rotation, scale, tout ça. Moi perso, j'y touche pas. Ouais, je crois que c'est voilà, pour gérer les zones de jeu aussi. Bon, bref. Ici, des calcos, bah, ça vous permet d'aller, si vous avez des calcomanies qui sont stockées, d'afficher un outil tampon. Puis bah, le mec, en cliquant sur là, ça fait rien, mais en cliquant sur le plateau, du coup, il génère l'image. Et enfin, il y a les points. Point Snap, je vous montrerai à quoi ça sert. Ça, c'est super utile. Enfin, surtout celui-là. Celui-là, je l'ai pas utilisé. Mais alors, ça, c'est juste ouf. Et du coup, voilà. Ça, on y reviendra. Donc, voilà pour les outils de base. Alors, on va passer à la manipulation des objets. Donc, je vais vous apprendre juste les touches de base pour manipuler un objet. Pour ça, je vais aller chercher un deck de 60 secondes chrono. Donc, bah, quand je vais chercher un objet dans une bibliothèque, en fait, je le prends, je maintiens le clic gauche enfoncé de la souris, je le glisse sur le plateau, je lâche, et là vous voyez qu'il me l'a, hop, voilà, il m'a sorti un deck. Alors sinon je peux aussi cliquer une fois, vous voyez il apparaît en transparent avec le clic gauche, et si je clique une fois il m'en pose un, si je clique une deuxième fois il m'en pose un autre, voilà, et quand je veux arrêter, bah, je fais clic droit, et voilà. Ok, donc là bien entendu j'ai généré trop de decks, comment je fais pour les supprimer? C'est simple, je mets ma main quand je passe ma main au-dessus d'un objet, il se met en surbrillance. Donc là, c'est un deck complet. Vous voyez d'ailleurs qu'il vous affiche le nombre de cartes qu'il y a dans le deck. Là, il y en a 60. On verra après, en fait, ce chiffre baisse ou monte selon qu'on rajoute ou qu'on enlève des cartes du deck. Donc, chaque fois qu'on passe au-dessus d'un deck, on sait exactement combien de cartes il reste dedans. Donc là, bah, je passe juste ma main, mon curseur de souris, sur l'objet. Il se met en surbrillance. Et là, je fais la touche supre de mon clavier. Et hop, je le supprime. Voilà, si je veux en supprimer plusieurs en même temps, je maintiens le clic gauche de ma souris, je trace un cadre, vous voyez ils apparaissent en jaune, donc ils sont tous les deux en surbrillance, je clique sur supre et ils dégagent. Voilà, donc maintenant les manipulations de base, on va commencer par la caméra. Alors, la caméra est importante parce que bon, on est dans un système de 3D, donc il faut savoir un peu se repérer dans l'espace. Donc vous avez la molette de la souris, qui vous permet de zoomer et dézoomer selon que vous la faites rouler dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc il y a un zoom minimum, il y a un zoom maximum. Voilà, si vous maintenez la molette cliquée, donc enfoncée, puisque la molette est un bouton, vous voyez qu'en fait, il déplace la caméra mais sans changer l'angle de vue. Donc en fait là je reste avec le même point de vue, on appelle du coup une direction orthogonale. Si je maintiens le bouton droit de la souris enfoncé, à ce moment-là, quand je bouge ma souris, eh ben, je change le point de vue. Et donc en combinant un peu tout, on peut assez facilement se promener dans le jeu. Voilà. Donc ça, bon, après c'est un peu d'entraînement, mais pour ceux qui ont l'habitude des logiciels 3D ou même des jeux vidéo, ça se prend très vite en main. Voilà, donc ça c'est pour les trucs de base. Le clic gauche, lui, le bouton gauche de la souris va servir à manipuler les objets. Alors déjà, sur un paquet de cartes,
si je veux piocher une seule carte. Alors si je veux piocher une seule carte, petit clin d'œil à Laurent, il faut donc mettre le paquet en surbrillance. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton gauche de ma souris et tout de suite je vais me déplacer. C'est-à-dire en même temps que je clique, je me déplace. Et là, j'ai pioché une carte. Donc là, on voit bien le paquet, il m'en reste 59. Puis là, j'ai une carte qui est toute seule. Si jamais j'appuie trop longtemps, je prends tout le paquet. Et là, si je maintiens le bouton appuyé, bah hop, voilà. Idem, quand j'ai pioché une seule carte, si je me mets dessus, tant que je maintiens le bouton appuyé, je peux la déplacer où je veux. Ok. Alors, les cartes, elles ont ce qu'on appelle une fonction de stackage, donc elles peuvent se stacker, donc s'empiler. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu reconnaît si cette carte-là, elle vient de ce deck, il va la reconnaître. Donc si je la prends, quand je m'approche du paquet, il va se mettre en surbrillance, et à partir de là, si je lâche, elle se stack automatiquement. Alors, pour qu'une carte se stack correctement, il faut qu'elle soit tournée dans le même sens. Donc on va venir tout de suite sur le bouton qui sert à tourner la carte. Pareil, je mets une carte en surbrillance, j'appuie sur la touche F comme flip, et là du coup je peux, voilà, je peux retourner la carte. Vous voyez, si la carte elle est là face visible et que le paquet est face cachée, si j'essaie d'aller la stacker, donc il reconnaît, mais si je la pose, bah elle se met pas automatiquement, elle reste un peu dessus parce qu'il sait qu'elle est pas dans le bon sens. Alors que si je la retourne et que je fais pareil, elle va se stacker automatiquement. Donc voilà, ça c'est le petit truc sympa. Qu'est-ce qu'on a ensuite On a la fonction mélanger un paquet de cartes, donc pareil, je mets ma main sur le paquet de cartes, je le mets en surbrillance, je clique nulle part, et là, pour mélanger, c'est la touche R. Donc j'appuie autant de fois que je veux sur la touche R, et chaque fois que j'appuie, bah, ça mélange. Donc voilà, donc, vous voyez le deck qui se mélange. Voilà, donc sympa. Ensuite, on va avoir, ça peut servir dans certains jeux, comme les jeux Magic et tout ça, enfin, ou les jeux, certains jeux où pour quand on utilise le pouvoir d'une carte, on nous dit il faut en fait, il faut l'engager ou la tourner sur le côté pour montrer qu'elle est utilisée. Donc en fait pour faire une rotation d'un objet, pareil, je mets simplement mon curseur dessus pour qu'il soit en surbrillance, ça peut être tout le paquet ou juste une carte. Et là en fait j'ai deux touches, donc j'ai Q pour aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc vers la gauche, et la touche E pour aller dans le sens des aiguilles d'une montre, donc vers la droite. Et donc, chaque fois que je vais appuyer sur la touche, mon élément va effectuer une rotation du nombre de degrés qui est indiqué là-haut. C'est pour ça que moi j'ai mis 90. Et donc là, par exemple, si je fais E, hop, voilà, ma carte elle a fait une rotation. Si je fais Q, elle retourne dans l'autre sens. Si je fais encore, voilà, et je peux lui faire un tour complet. Et donc je peux faire ça aussi sur tout le paquet. Voilà. Ok. Donc là, on a vraiment vu les fonctions de base. Je crois pas que j'en oublie là au niveau de la manipulation des objets. C'est assez simple. Alors on peut lancer des choses, hein. C'est-à-dire que quand je maintiens un objet, notamment on verra pour les dés c'est utile, pour simuler des lancers de dés, quand je maintiens un objet, donc je maintiens le clic gauche de la souris enfoncé, là je peux le déplacer. Par contre si je fais un mouvement brusque de la souris dans une direction et que je lâche mon clic pendant que je suis en train de faire le mouvement, que je lâche mon bouton, et ben l'objet voilà, il est envoyé. Voilà. Ok. Voilà, donc vous voyez que, puisque ça l'a fait là-bas, quand une carte approche trop, enfin n'importe quel objet approche trop du bord de la table et qui rencontre une zone de joueur, alors je peux la poser sur le bord de la table, ça n'a aucun intérêt, mais quand elle rencontre une zone de joueur, on le voit, donc là par exemple, alors hop, et on lui met, elle est dans sa main, donc elle flotte un peu là, et là elle est dans sa main. Voilà. Et si par exemple c'est moi, c'est-à-dire que je la glisse sur mon pseudo, elle se met dans ma main, et sur mon écran, je peux y avoir accès en bas. Donc je peux voir les cartes qui sont dans ma main, donc quand j'en ai plusieurs, pas se mettre toutes les unes à côté des autres. D'où l'utilité si besoin de régler la taille, parce que vous allez voir qu'au bout d'un moment, quand je commence à arriver à la limite de ma zone, eh ben elles vont toutes se superposer un petit peu. Et du coup ça rend le truc un peu moins lisible. Bon cela dit, ça reste, voilà. Et là je peux toutes les voir. Donc bien entendu quand elles sont dans ma main ou même d'ici là, il suffit que je passe dessus et je peux les retourner avec la touche F comme on a vu. Hop, voilà. Donc là bah, j'ai ma main. Et je peux les trier, je peux les réorganiser comme j'ai envie aussi. Voilà. Alors le truc
autre petite touche qui est intéressante, quand vous avez un objet en surbrillance, vous avez juste votre main dessus, notamment les cartes que vous avez à votre main. Souvent les textes, il peut y avoir des cartes avec des textes, c'est peut-être un petit peu petit là. Vous maintenez la touche Alt du clavier enfoncé et ça vous fait un zoom juste sur l'objet. Voilà, donc sur l'objet ici. Pareil sur le deck là, si je veux regarder quel est le dos du deck, bah, hop j'appuie là et hop je vois tout de suite un... Bon, ça marche pour n'importe quel élément. Voilà, donc ça c'est ultra simple. Et donc après pour sortir une carte et la mettre sur le plateau, bah, vous la piochez alors soit de là de votre main, soit d'ici. Mais là je pourrais très bien la prendre d'ici. Et puis du coup je la joue, hop, je la glisse, à partir du moment où elle va arriver sur le plateau, bah, elle est considérée sur le plateau, donc je vais pouvoir aller la poser. Voilà, voilà. Alors, ensuite, donc là par exemple je sélectionne toutes les cartes. Vous voyez, j'ai juste fait maintenir un clic gauche, je fais une zone autour, hop, et là je les prends toutes. Donc après, donc je peux bien entendu flipper plusieurs cartes en même temps, etc. Voilà. Alors quand j'ai des cartes qui sont orientées de la même manière, donc face visible ou face cachée, si je les entoure toutes, je peux utiliser la touche G comme groupe pour qu'ils me les réunissent tous. Donc là, voilà, hop, j'ai 8 cartes. Et du coup, après, je peux aller facilement les ranger dans leur deck. Et donc j'ai de nouveau mon deck de 60 cartes. Donc vous voyez là en fait, vraiment avec juste quelques raccourcis, ça va très très vite. Bien entendu, on retrouve les raccourcis très utiles, vous allez voir quand on va créer certains éléments de jeu, donc qui vont permettre de copier et de coller rapidement des objets. Alors imaginons par exemple j'ai un jeu où je veux des cubes en bois, je peux aller dans Object, Components, je vais aller dans les blocs, je vais prendre un carré rouge, alors il est rouge par défaut mais voilà, donc là je le pose. Alors déjà première chose, chose intéressante, alors plutôt que d'en importer une tonne, j'en importe un pour le moment. Chose intéressante, vous voyez mon cube en bois il est énorme, moi je veux qu'il soit plus petit. Donc ça va nous permettre de voir une chose. Quand vous êtes sur un objet, vous pouvez faire un clic droit. Et là vous avez plein d'options. Alors on va les passer en revue. Elles sont pas toutes intéressantes, mais voilà. Là par exemple, on a, alors c'est pas avec les, du coup c'est pas avec les paquets de cartes, on en a plus. Donc on a le mélange, mais vous voyez c'est raccourci R. C'est plus simple de faire directement en appuyant avec la touche R. On peut, alors là par contre, là on est obligé de passer par là. On peut, si vraiment on a besoin de couper le paquet, donc on peut dire de combien de cartes on va le couper. Voilà. On peut splitter des cartes, on va dégager des cartes et puis les échanger. On peut resetter le paquet, c'est-à-dire que bah, du coup il va aller récupérer toutes les cartes qui appartenaient au deck au départ et qui se trouvent n'importe où sur le plateau et hop, il va se remettre à zéro. On peut aller chercher une carte en particulier. Donc là on voit tout le deck qui apparaît et on va récupérer la carte qu'on veut. C'est dans les jeux où par exemple il y a un pouvoir qui nous dit qu'on peut aller chercher dans le deck la carte qui nous intéresse. On peut du coup distribuer directement des cartes à un joueur en cliquant sur sa couleur. Donc là par exemple si je clique sur le orange, voilà, chaque fois que je clique, ça lui envoie une carte. Et donc pour les distributions c'est sympa. Voilà. Et on peut piocher une carte pour soi-même. Voilà. Donc ça c'est quand on clique sur Draw, c'est pour nous. Et là bah du coup, quand on clique au milieu, voilà, Deal to All, on envoie une carte à chaque joueur directement. Donc voilà, bon. Custom, on y viendra plus tard. Toggles, il y a plein d'options là-dedans. Moi je m'en sers pas. Save Object, donc ça c'est quand on aura créé un objet, en fait quand vous le sélectionnez, vous cliquez là-dessus, vous lui donnez un nom, et là c'est là où il va se retrouver dans la fameuse bibliothèque Saved Object, et vous pourrez le récupérer à tout moment. Ici on a Color Tint, donc on va s'en servir sur le cube, je vous montrerai après. La physique, j'y touche pas non plus. Flip, bah, c'est la fameuse touche F, c'est pour retourner. Donc si je clique là, bah, il retourne mon paquet. Voilà. Mais du coup, avec la touche F, c'est quand même plus simple. Rotation, bah, c'est pareil, hein, c'est les rotations. Et sinon, on a Scale. Alors Scale, ça, on pourra s'en servir. Je vais vous montrer après. Scripting, j'y touche pas. Clone, bah, c'est pour cloner un deuxième deck. Copy, c'est pour l'élément qu'on a sélectionné, le copier. Et après, éventuellement, aller le coller. Voilà, tout simple. Donc là par exemple on va tester la fonction reset. Vous voyez, hop, voilà, il a reseté tout le jeu. Il a été chercher toutes les cartes où elles étaient et il m'a fait resetter le jeu. Donc, on va commencer par l'outil Scale.
Alors scale, bah, c'est taille, hein. Donc vous avez up ou down, donc quand je clique sur up ça grossit mes cartes, quand je clique sur down voilà, ça les réduit. Donc vous allez l'utiliser souvent parce que par exemple, alors, en fait quand vous importez, quand vous créez un nouvel objet et que vous importez l'image de cet objet, que ce soit des cartes, un plateau, le logiciel, lui, il va respecter les proportions. C'est-à-dire que si votre carte elle a, elle a ces proportions-là, votre deck il aura ces proportions-là. Par contre, c'est un deck en 63-88 par exemple, quand il va être importé par rapport à un tableau à un plateau de 20 cm sur 20 cm qui a été importé précédemment, elles vont peut-être pas faire réellement 63-88, elles vont peut-être être trop grosses ou trop petites par rapport à votre plateau. Donc là, bah, ce sera à vous d'aller poser votre paquet à côté du plateau et grâce à soit une zone de jeu, un truc sur lequel vous allez vous appuyer, et bien vous allez régler la taille pour l'adapter. Voilà, ça va vous permettre de mettre tous vos objets à la même échelle. Bon, c'est pas très contraignant à faire, hein, ça va assez vite. Petit truc intéressant pour les cartes, notamment, imaginons vous avez créé une autre carte que vous aviez oubliée et vous l'avez importée, elle est un peu plus petite que le paquet. Donc, ce que vous faites, c'est que vous augmentez sa taille ou vous réduisez sa taille pour avoir à peu près un truc qui ressemble au deck. Et du coup, pour être sûr qu'elle est la même taille, en fait, quand vous stackez des objets ensemble, ils vont avoir la propriété, un objet va avoir la propriété quand on le stack par exemple sur un deck, de prendre la taille du deck. Il va prendre la taille de la majorité des cartes les plus nombreuses. Donc là par exemple ma carte, bah, je me suis approché, je suis pas trop sûr qu'elle est la même taille, mais si je la mets sur le deck, hop, automatiquement, elle se remet à la même taille. Quand je vais la reprendre, elles ont la même taille. Voilà, donc ça c'est pour le scale. Alors, on va s'en servir par exemple pour notre petit cube en bois, qui est énorme. Donc, on va aller sur scale, on va faire down. Alors vous voyez que là, quand je fais un clic droit sur le cube en bois, forcément, vu que c'est juste un cube, j'ai pas les options piocher, machin, tout ça. Donc là voilà, là j'ai un petit cube. Alors imaginons que c'est pas un cube en bois rouge que je veux, mais par exemple je veux un cube en bois vert, bah, en faisant un clic droit dessus, ici j'ai la teinte couleur, et donc je peux aller, j'ai un panel de couleurs, je peux choisir ou avoir des couleurs prédéfinies, par exemple il y a le green, j'applique, et hop c'est bon, j'ai un petit cube en bois. Voilà. Et donc ce petit cube, si je veux le multiplier, bah pareil, je mets juste en surbrillance en mettant mon curseur dessus. Avec mon clavier, je fais CTRL-C, comme n'importe quel logiciel de texte classique. Et puis après, je vais me mettre mon curseur n'importe où sur le plateau et je fais CTRL-V. Voilà, je peux même bouger. Hop, voilà. Et chaque fois que je fais CTRL-V, bah, il me crée des cubes. Voilà, très simple. Et donc je pourrais préparer un deuxième paquet ici. Voilà, j'ai un deuxième paquet de cubes, je peux tous les sélectionner, faire un clic droit, teinte couleur. Donc en fait ce sont des cubes bleus, j'applique et voilà, j'ai mon stock de cubes bleus. Donc voilà, franchement hyper simple. Donc là vous avez les manips de base. Euh, donc vous voyez, bah c'est cool, hein. On peut faire plein de choses. Vous voyez avec les dés c'est comme ça que ça marche. Comme je vous ai montré avec les cartes tout à l'heure, si je prends un cube ou un dé, je maintiens mon clic gauche voilà, pour le déplacer. Si je fais un mouvement brusque avec la souris et que je lâche mon clic, et bah ça roule. Et puis bah donc si c'est un dé, bah, je peux faire des lancers de dés. Hop, voilà. Donc on a vu les manips de base de l'interface et du jeu. Voilà. Et donc maintenant je vais vous montrer comment créer un deck comme celui de 60 secondes chrono, par exemple, un deck de cartes. C'est le truc le plus technique du logiciel. Donc après, si vous savez faire ça, le reste, ça va être tout chose. Donc on va voir comment on crée des composants. Alors, si vous voulez créer un composant personnalisé, déjà vous allez dans Object, vous allez dans Components. Donc soit c'est un composant classique que vous pouvez trouver, vous le prenez, vous le modifiez un peu. Soit vous allez dans Custom. Alors dans Custom, on a plusieurs choses. On a le board, donc ça c'est pour le plateau. Donc bah, il va vous générer un plateau de jeu sur la table. Alors, vous pouvez le centrer plus ou moins, mais en tout cas au niveau de la gauche et de la droite de la table, il vous le mettra toujours normalement pas trop mal au milieu. Ouais, quoique là c'est pas génial. Bon, en tout cas là j'ai un plateau. Donc là pareil, clic droit si je dis que là c'est bon. Et là tout de suite il vous demande d'importer une image.
Bon, on peut essayer, hein. Je vais aller chercher dans Write Like an Egyptian ma première version tabletop. Là par exemple j'avais le plateau qui était anciennement carré. Donc là en fait quand vous allez hein, sur le petit truc, ça s'appelle URL mais en fait voilà, il vous envoie sur votre PC, hein, donc vous avez vos disques durs. Donc je sélectionne, c'est une image JPEG que j'ai créée qui est à l'échelle 1, qui fait la vraie taille de mon plateau. Là tout de suite il va vous demander de choisir entre local ou cloud, donc je vous conseille cloud. Parce que si vous mettez dans cloud, du coup ça va être stocké sur le cloud de Steam, et donc les objets seront moins longs à charger. Si vous mettez en local, ça veut dire que là bah, il vous affiche l'objet, mais le fichier il reste sur votre PC. Et donc le jour où vous allez vouloir partager le jeu avec des gens, ça va mettre des plombes à charger, voire ils auront peut-être même pas le fichier parce que ce sera resté sur votre ordi. Donc voilà, donc on clique sur cloud. Là, il vous dit bon bah voilà dans quel dossier vous voulez le mettre. Automatiquement, voilà, il va l'uploader sur le cloud, donc dans le dossier principal. Vous lui donnez un nom, vous cliquez sur upload, ça mouline, et vous cliquez sur import. Et là, vous voyez automatiquement bah, votre image elle s'affiche dans le plateau. Voilà. Donc, le plateau il a une particularité, c'est que par défaut il est verrouillé. Vous voyez, si j'essaie de le bouger, ah, je peux pas le sélectionner. Donc ça c'est une fonction, il peut y avoir d'autres types d'objets dans le jeu hein, que vous avez envie de verrouiller. Et donc en fait c'est une touche qui a un raccourci aussi, il suffit de vous mettre sur l'objet et vous appuyez sur la touche L. L comme Laurent. Et du coup ça vous permet de, après l'objet est de nouveau déplaçable. Donc ça marche avec tout, les cartes, les pions, tout ça. Et donc quand il y a un objet qui est censé être figé, que vous voulez plus que les autres joueurs y touchent, et ben vous le mettez en surbrillance, vous appuyez sur L et il bouge plus. Donc c'est super utile pour les plateaux, ça évite que n'importe qui puisse aller bouger le plateau. Voilà, tout simple. Donc on a vu comment créer un plateau. Donc ce que je vous disais par rapport aux cartes tout à l'heure, si je reprends mon deck de 60 secondes chrono, imaginons, voilà, donc là je voudrais que, normalement mes cartes sont censées avoir la taille des cases. Donc là vous voyez je suis pas trop mal, enfin il manque un peu quoi. Bah c'est là où voilà où je vais poser le paquet sur mon plateau, et puis je vais augmenter un peu la taille pour trouver, voilà, pour trouver la taille qui m'intéresse et que ça corresponde, et ce sera parfait. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, hein, parce que du coup, hop. Donc on a vu le plateau. Donc si je retourne dans le custom, qu'est-ce qu'on a après? Alors après on a les tuiles. Alors les tuiles elles se créent une par une. C'est-à-dire que si vous avez, bah, comme moi pour le jeu des Égyptiens, j'ai 80 tuiles, donc j'ai utilisé une autre fonctionnalité en fait. Du coup dans le jeu c'est pas vraiment des tuiles, ce sont des cartes. Je vais vous expliquer après pourquoi. Parce que si vous créez des tuiles, bah, il faut les générer une par une. Donc là par exemple vous avez la première, donc comme pour le plateau, une fois que vous l'avez prise, vous faites un clic gauche, elle s'affiche. Vous faites un clic droit, il vous affiche les options. Donc vous avez le choix, elle peut être carrée, donc enfin une boîte, elle va même normalement elle peut prendre la forme de votre fichier PNG. Si c'est un fichier sur fond transparent qui est, je sais pas, qui est arabiscoté, triangulaire, normalement elle doit pouvoir prendre la forme triangulaire. Après vous avez les tuiles hexagones, tuiles rondes ou tuiles avec coin arrondi. Après pareil, il va vous demander d'aller charger une image pour la face, une image pour le dos. Ici vous pouvez régler l'épaisseur. Là déjà on voit que bah, 0,20 c'est pas trop mal. Hein. Voilà, et ici la case stackable, si vous la cochez, ça va permettre que la tuile soit empilable avec d'autres tuiles. Si vous cochez pas ça, bah, quand vous allez prendre une tuile et la amener au-dessus d'une autre tuile, comme on fait pour une carte avec un deck, bah, elle va pas se stacker en fait. Vous pouvez la poser dessus, mais ce sera un peu voilà, ce sera un peu en équilibre. Donc ça permet notamment de faire des jeux avec des pièces en équilibre. Mais si vous mettez stackable, eh ben, elles se stackeront. Donc ça fera comme avec une carte sur un deck, quand vous prendrez une tuile et que vous l'amènerez au-dessus d'une autre et qu'elle se mettra en surbrillance, si vous lâchez, elle va s'empiler parfaitement. Donc là voilà, ça c'est pour créer les tuiles. Donc je peux vous montrer qu'une image, je peux prendre, hop, tabletop, V3, c'était déjà des tuiles là normalement. On va prendre, voilà, on va prendre ça, ça, hop. Donc là j'importe une face. Je vais importer un dos. Je vais mettre que c'est stackable. Je vais l'importer. Donc là, il faut le temps qu'il me la charge un petit peu. Et voilà, elle est là.
Donc comme mes fichiers ils ont des coins arrondis, vous voyez que la tuile elle a pris automatiquement le format coin arrondi alors que parce qu'elle était en mode box. Si ma tuile elle avait été, enfin si mon fichier il avait été triangulaire en PNG et sur fond transparent, bah, la tuile elle aurait été triangulaire. Ça c'est le truc intéressant. Donc on peut même faire des tuiles à trous. Si dans votre dessin vous mettez des trous, ça peut permettre de faire des petits plateaux pour aller y mettre des cubes dedans, comme certains jeux. Je pense au truc de l'Atlantide de Nico. On peut faire ça comme ça. Donc dans le fichier, bah, il faut que tous les petits interstices pour mettre les cubes, bah, ils soient creusés en fait sur fond transparent. Et quand on va créer la tuile, bah, elle aura des trous. Et du coup, c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est pour la tuile. Donc vous voyez, bah, j'avais importé le dos, donc voilà, j'ai une tuile. Et donc si je m'amuse à la copier, CTRL C, CTRL V, et donc je vais voir, elles sont stackables. Voilà. Alors il simule un peu, pour faire joli, il simule le fait que ça se stack pas parfaitement pour montrer que c'est bien des tuiles. Vous voyez, il va les, des fois, enfin, voilà, ils mettent un peu aléatoirement, des fois avec un petit décalage, histoire de donner le change, quoi. Mais voilà, mais c'est stackable. Voilà pour les tuiles. Donc ça c'est assez simple. Ensuite on a les tokens. Alors les tokens c'est pareil, mais ça va être des tokens en carton. Là du coup on choisit directement un fichier. Je vous conseille de mettre un PNG, d'ailleurs il vous le conseille là. Et le token, le pion, comme pour la tuile, il va prendre la forme de votre PNG. Là vous pouvez régler aussi l'épaisseur. Mer de distance, je sais plus trop ce que c'est. Et après pareil s'il va être stackable. Donc ça marche, c'est comme les tuiles, sauf que là du coup ce sont des tokens. Donc, je sais pas trop ce qu'est la différence, mais en gros enfin, on peut utiliser les deux. Après vous avez figurine. Alors figurine ça c'est pour créer justement des petits standees avec un petit socle. Donc là pareil, je la pose, je fais un clic droit dessus, automatiquement il me demande de choisir du coup une image pour la face avant, une image pour la face arrière, voilà. Et puis la taille de la carte. Donc là bah, elle est à l'échelle 1 par rapport au socle, mais je pourrais dire qu'elle est 2 fois plus grosse, par exemple. Donc on va essayer comme ça. Voilà par exemple je vais aller chercher une image, de Age of, pas Age of Cards, mais je peux prendre ma première version qui était des cartes. On va prendre ça, voilà, sélectionner, cloud, upload. Ok, là on va peut-être prendre, je sais pas s'il y a le dos. Si, il y a le dos. Ok, hop, cloud, upload, importer. Et vous voyez, ma carte elle est 2 fois plus grosse que que mon socle. Et du coup, c'est une figurine. Et donc, c'est un pion. Je peux le déplacer comme ça. Alors, donc, le fameux. Si je fais un clic droit sur un objet comme ça, alors je vous conseille de le faire que sur les objets uniques, surtout pas sur les decks quand on va les voir après. Mais en gros, quand vous avez un objet, là par exemple, je vous dis ah, c'est un peu trop grand, et ben, je peux refaire un clic droit, recliquer sur Custom. Là du coup, je revois mes options. Je peux remettre ici 1, je reclique sur Import, et du coup, il me remet, voilà, il me refait mon jeton. Voilà, tout simplement. Donc, petite astuce au niveau de la gestion de la physique, si vous avez des pions qui vont sur des tuiles, que vous devez déplacer la tuile avec les pions dessus, bah vous pouvez en fait, vous mettez votre main de manière à avoir la tuile en surbrillance, vous maintenez le clic gauche appuyé, tous les objets qui sont dessus, bah, ils vont se déplacer avec. En fait. Voilà. Donc ça c'est pour les, enfin, faire des petits pions, des petits standees. Alors, du coup, ici on a la carte. Donc si je clique sur carte, ah, je vais générer une carte. Par contre, je vais en générer une seule. Donc là, j'ai le choix aussi. Hein. Je peux faire une carte à coin arrondi, une carte à coin droit, une carte à hexagonale à coin arrondi, une carte hexagonale, une carte ronde, comme dans Double. Voilà. Donc je choisis. Il va me falloir une image pour la face, une image pour le dos, et c'est tout. Par contre, quand j'ai un deck de 60 cartes, je vais pas m'importer 60 cartes comme ça, les unes après les autres, à charger à chaque fois le fichier. Ça va être très contraignant. Donc pour ça, il y a une option deck. Donc quand on clique sur deck, et ben oui, vous allez voir, si je prends deck, du coup je clique, donc là je mets un deck, bon par défaut il dit qu'il y a 2 cartes mais c'est pas encore le cas, puisqu'un deck a minimum 2 cartes, sinon vous auriez pris carte seule. Vous faites un clic droit, et là du coup on voit qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes options. Alors comme je vous disais, c'est la partie la plus technique du logiciel, mais une fois que vous maîtrisez ça, franchement c'est très simple. Donc là j'ai les mêmes options que sur une carte normale, hein, donc rectangle, coin arrondi, rectangle, normal, hexagone, coin arrondi, hexagone et cercle. Donc moi par exemple je vais faire des cartes coins arrondis.
Ici, il va vous demander donc un fichier pour la face, mais alors ce fichier, il va être particulier, parce que vous voyez, vous avez un fichier à télécharger, alors que vous avez 60 cartes qui ont peut-être des faces différentes en plus. Donc, vous allez voir comment on doit fabriquer ce fichier. C'est voilà, c'est ça la partie, la petite partie technique qu'il faut bien comprendre, c'est comment fabriquer un fichier pour importer plusieurs faces de cartes dans un deck. Unique Backs, moi je l'ai jamais coché, j'ai pas trop compris à quoi ça servait, enfin je le coche pas, jusqu'à présent ça s'est très bien passé. Le logiciel a pas explosé, je me suis pas fait insulter, tout va bien. Back, là par contre c'est là où vous allez devoir télécharger le fichier, le seul et unique fichier qui va servir de dos à toutes les cartes. Ici vous avez une case, donc, ça j'y viens après, je termine. Alors Sideways pareil, j'y touche pas. Back is hidden. Back is hidden, important si vous faites un jeu par exemple comme 60 secondes chrono, il faut absolument le cocher parce qu'en fait si vous le cochez pas, le logiciel considère que les mains des joueurs ne sont pas secrètes. C'est-à-dire que quand un joueur, on a vu tout à l'heure, il a les cartes dans sa main là, sur le bord de table, il peut les retourner face visible ou face cachée dans sa main. Mais du coup, s'il les met face visible, même si elles sont dans sa main, les autres joueurs sur leur écran, dans sa zone, ils voient les cartes face visible. Donc c'est un peu problématique si lui il veut regarder discretos. Donc en fait quand vous créez un deck ou des cartes, il faut cocher la case Back is hidden. Alors en fait cette option c'est simplement que à partir du moment où ça c'est coché, quand un joueur a des cartes dans sa main, même si lui il les met face visible dans sa main pour pouvoir les consulter, les autres joueurs ils vont voir la carte tourner, mais pour eux les deux faces seront un dos de carte en fait, donc ils verront jamais la carte. Ils verront la face de la carte que si le joueur la glisse sur le plateau. À ce moment-là, elle va devenir visible. Sauf si lui il a décidé de la poser face cachée, ce qui est possible. Mais voilà. En gros voilà, ça cache les faces des cartes. Donc, maintenant on rentre dans le gros du sujet. Alors, comment générer un fichier, un deck complet. Donc, là par exemple, 60 secondes chrono, il va me falloir un deck de 60 cartes. Donc, ici on voit qu'il y a une taille largeur, hauteur, nombre. Donc ici ça va être la largeur, il va falloir que j'indique au logiciel que dans mon fichier, il y a tant de cartes alignées en largeur. Ici qu'il y a tant de cartes alignées en hauteur, et ici le nombre de cartes totales que je veux dans mon deck. Donc là par exemple, on peut déjà mettre là je veux 60 cartes. Donc j'ai 60 cartes. Il faut qu'il m'importe 60 cartes. Après moi j'ai créé mon fichier de manière à avoir 10 cartes en largeur, 6 cartes en hauteur. Donc là je vais lui préciser, j'ai 10 cartes en largeur, 6 cartes en hauteur. Vous voyez, hop, 10 x 6, ça fait 60, tout va bien. Pourquoi je lui précise quand même le nombre de cartes, vous allez comprendre pourquoi. Donc une fois que j'ai ça qui est fait, je vais aller chercher mon fichier, comme ça je vais vous montrer comment il est foutu. Hop. Donc on va changer d'écran. Alors sur la première vidéo ça n'avait pas marché, mais là normalement si ça enregistre bien. Donc je vais dans mon truc 60 secondes chrono, donc j'avais créé un fichier deck qui était ici. Oui, je l'ai appelé desk en plus, je me suis gouré. Donc voilà comment est composé mon fichier deck. Alors vous faites ça sur Illustrator ou InDesign ou Photoshop, ce que vous voulez. Mais en gros voilà la logique du logiciel. Quand vous importez un deck, vous allez en fait devoir créer comme une grande feuille, comme moi je fais quand je vous fais vos impressions en fait. Hein. Sauf que là il n'y a pas de fond perdu ni rien, vous faites au format normal de votre carte. Donc vous générez une grande feuille, et dedans vous allez mettre toutes vos cartes les unes à côté des autres. Hop, 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 voilà, vous allez les importer les unes après les autres, vous allez toutes les coller, et après vous allez enregistrer ça en JPEG comme une seule et même grosse image. Et donc c'est là où il faut calculer un petit peu comment on fait. Donc là, 60 secondes chrono, 60 cartes, je me dis, bon 10 cartes en largeur, 6 cartes en hauteur, j'ai mes 60 cartes parfaites, j'ai enregistré mon fichier, et en gros, voilà ce que ça va donner dans le logiciel. Hop, donc on va remonter, on va aller chercher 60 secondes chrono, JPEG, V3, et mon deck qui est là. Donc importation cloud, upload, il mouline. Alors même quand ça mouline, quand c'est la première fois que vous importez, vous allez voir des fois il y a des fichiers qui peuvent être un petit peu longs à importer, genre quand je dis long ça peut être 20-30 secondes, mais ça vous empêche pas pendant ce temps-là d'aller chercher directement le dos, hein. Donc vous pouvez ne pas perdre de temps. Donc là do comme je vous disais c'est un seul fichier de do, donc toujours sur mon exemple de 60 secondes chrono,
Bah c'est celui-là par exemple, donc là bah, j'ai bien qu'une seule carte, j'ai juste mon dos, hop, voilà. Donc là bah, je vais importer le dos, ok, tout est importé, et donc là ce que je vais faire c'est importe. Et donc là j'ai mon deck de 60 secondes chrono qui est arrivé, donc je vois bien que toutes les cartes elles ont le même dos, donc elles arrivent face cachée. Et si je les retourne, hop, et ben voilà, donc j'ai bien toutes mes cartes qui sont arrivées. Et en fait voilà ce qui s'est passé. Le logiciel, vous lui avez envoyé ce fichier, vous lui avez précisé que vous vouliez 60 cartes et que vous avez un fichier avec 10 cartes côte à côte et 10 cartes les unes, 6 cartes, 6, enfin voilà, 6 lignes de cartes et 10 cartes en colonne. Donc lui, bah, il le sait, tout simplement. Donc bah, ce qu'il a fait simplement, comme vous lui avez dit que vous avez 60 cartes, bah, il a été découpé 60 zones, donc qui correspondent à vos cartes, et il a mis chaque petite zone sur une carte. Donc voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on lui précise le nombre de cartes qu'on veut ici? Bah parce que, voilà, déjà il s'est remis sur autre chose, mais bon. Oui, parce qu'il n'y a plus que 55 cartes dans le deck. Bah disons, imaginons que je voulais importer un deck de 54 cartes. Voilà. Je peux très bien le présenter de la même manière, en 10 par 6. Simplement que dans mon fichier, par exemple ici, là, en fait mon fichier, ici il va s'arrêter là, et là je vais avoir du blanc. À partir de la carte 18, là, les 6 dernières cartes, en fait c'est des zones blanches. Donc le logiciel, je lui ai dit que je lui ai envoyé un fichier avec 10 cartes en largeur, 6 cartes en hauteur, mais par contre que j'ai 54 cartes. Donc bah lui il va découper les petites zones, tac 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 tac, puis quand il va arriver à la dernière ligne, arrivé à 54ème carte, et ben tout le reste il va pas le prendre en compte. Et comme ça vous fait pas 6 cartes blanches qui déboulent dans le deck. Il va bien vous faire 54 cartes. Donc c'est pour ça que c'est important de lui préciser comment est composé votre fichier, et du coup combien il y a de cartes dans le deck. Voilà, donc là vous avez fait le truc le plus difficile du logiciel. La création de deck. Enfin, c'est le truc le plus chiant à comprendre. Après, le reste, ça roule tout seul. Si je veux créer un dé, bah je crée un dé, hein. Pareil, hop, je le pose, je clique droit, il va me demander le nombre de faces que je veux, puis je vais devoir aller chercher un fichier pour les faces, par exemple. Alors, il faut utiliser un système de gabarit de dés. Voilà, comme si le dé était déplié, et puis bah vous mettez des petits, vous mettez un petit truc dans chaque face, et puis lui il va vous enrouler ça autour du dé. Voilà. Voilà, les billes ça sert pas à grand chose. Asset bundle et custom PDF je les utilise pas perso, donc à voir si un jour vous en avez besoin. Mais en gros là voilà c'est bon, vous pouvez générer un plateau, des tuiles, des jetons, des figurines, des decks, des cartes si vous avez des cartes uniques à faire ou juste 2-3 cartes, enfin bon voilà. Du coup c'est top. Et donc ce deck là, comme n'importe quel autre objet, une fois qu'il est composé, quand je fais un clic droit, alors déjà je peux lui donner un nom. Alors description on s'en sert pas, mais par exemple si je lui donne un nom, je peux mettre carte chrono, puisque ce sont des cartes chrono, enfin voilà. Ok, et là donc ici j'ai bien 60 cartes chrono qui s'affichent. Et ce truc là, si je fais un clic droit, je peux aller dans Save Object, et donc là je vois bien carte chrono, et je peux le sauvegarder, et du coup, quand j'irai dans mes Save d'Object, voilà, bah là je vois, moi je l'avais appelé 60 secondes chrono base deck, bah il est là en fait, donc après je peux le récupérer à tout moment. Voilà. Donc ultra simple, vraiment ultra simple. Donc là vraiment vous avez de quoi créer vos jeux. Alors maintenant on va voir deux petites astuces. Euh, non, une petite astuce pardon que j'ai un peu galéré à trouver. Mais qui est en fait pas mal simple, qui demande juste un tout petit peu d'organisation, mais qui est assez facile à comprendre. Ça va être l'utilisation des points aimantés, des snaps. Parce qu'en fait en jeu, pareil le logiciel lui, sur votre plateau, il sait pas que la carte vous voulez la mettre absolument là. Donc ce qui va se passer, c'est que bah, du coup quand vous mettez une carte, selon la zone, ça va être à vous un peu de viser, voilà. Euh, donc ça peut être le côté un petit peu chiant. Voilà. Donc faire gaffe,
Et donc nous, maintenant ce que je vais vous apprendre, c'est comment indiquer au logiciel que sur cette zone-là, par exemple, quand j'approche une carte, il faut qu'elle se place pile poil au milieu, bien comme il faut dans la zone. Sans que j'ai besoin de viser et tout. En gros, quand je vais approcher, ça va faire un peu comme quand elle stack sur un deck. Je vais voir ma carte se mettre en position, et quand je vais lâcher, tac, elle va se caler. Donc, c'est pas très compliqué à faire. Je vais vous montrer comment j'ai fait à partir de mon jeu d'égyptien. Parce que du coup, sans faire exprès, c'est un peu un cas d'école. Donc je vais le charger. Donc là pareil, par exemple je veux charger une création que j'ai déjà faite. Je fais Games. Là j'ai il est déjà ici là, donc je clique dessus, je le load. Et donc là il apparaît. Donc là les éléments des fois ils mettent un petit peu de temps à se charger. Et donc vous voyez par rapport à l'exemple que je vous montrais tout à l'heure, moi sur ce que j'ai paramétré sur mon plateau, là quand je veux qu'elle se cale bien dans les cases, et bien par exemple, vous voyez quand je m'approche de la case, d'un seul coup on voit la carte qui se met, enfin on voit sa position qui commence à s'afficher en dessous. Et donc là si je pose, hop, automatiquement elle se met droit bien comme il faut sur la case. Et ça du coup c'est vachement agréable parce que par exemple pour mon jeu où il y a des histoires de dessins qui se suivent, bah du coup c'est super classe parce que ça se met bien comme il faut. Ça se cale bien et donc du coup on voit bien les cartes. Enfin on voit bien les positions des cartes. Donc vous voyez même pour la pioche, de manière à ce que les joueurs perdent pas de temps. Euh, Là la carte elle se met en position pile poil au milieu de sa zone juste comme il faut. Et donc ça on peut le faire avec tout. En fait, si on va juste créer des zones aimantées. Pareil, je vais vous montrer comment. Ah, hop. Donc, par exemple, même pour les pions. Ah, vous voyez, pour les pions. Alors, donc là, pour les pions, par exemple, euh, moi, j'ai pas utilisé le token, j'ai créé une tuile. Demandé une tuile en format box. J'avais un petit fichier PNG de mon petit cercle là. Donc elle m'a importé mon pion. Après, j'ai réglé la taille. Donc je lui ai mis une épaisseur pour que ça fasse comme un pion en bois un peu. Et puis après, j'ai été lui filer une couleur. Parce que même en fait, quand vous avez une image d'afficher sur un objet, vous pouvez quand même changer sa couleur. Alors là, ça se voit mal parce que il y a le reflet. Et puis c'est une teinte un peu jaunâtre. Mais bon, voilà, il pourrait être vert. Voilà, donc là, mon étiquette est jaune, mais la pièce est verte. Alors qu'en fait, le pion, il est censé être jaune. D'ailleurs, j'avais pas mis jaune mieux que ça. Voilà. Donc voilà. Donc c'est comme ça que j'ai fait mes jetons. Et donc je leur ai mis l'option stackable. Et pareil, dans mes petites zones de la piste de score ici, j'ai été mettre des petits snaps. Je vous montrerai après comment ils sont placés. Et donc ce qui fait que quand j'approche un pion, il approche d'une zone, vous voyez, automatiquement on voit apparaître. Et donc je peux pas me rater en fait, je le lâche et il se met tout seul en position. Nickel. Et si je prends un deuxième pion, il y a un joueur qui arrive sur la même case, là pareil, on va le voir apparaître par-dessus, comme ils sont stackables, je lâche, et donc il va s'empiler parfaitement dessus. Du coup c'est top. Ça marche super bien. Et ça, je vais vous apprendre à le faire. Alors, du coup, et je vais vous montrer comment j'ai créé mon fichier. Donc là, mon plateau, c'est simple en fait. J'avais créé mon plateau sous Illustrator, j'en ai fait un JPEG. Quand j'ai créé mon plateau, j'ai fait clic droit, custom, et puis j'ai été importer mon image. Et du coup, mon plateau, paf, il s'est mis. Après, j'ai réglé la taille comme je voulais, je l'ai fixé à la table, tranquille. Et puis après, j'ai géré pareil mes tuiles, je les ai agrandies ou rétrécies en fonction pour qu'elles prennent bien la taille d'une case. Donc ça m'a pas pris trop de temps. Donc Snap, si je clique sur Snap, automatiquement, quand je clique sur le bouton vert, il m'affiche tous les snaps qui sont déjà posés sur le plateau. Donc quand on pose un snap, vous voyez on a un petit symbole d'aimant là, notre curseur il devient un aimant. En fait on clique à l'endroit où on veut générer une zone d'attirance, on clique et ça pose un petit point vert. Si je me remets par-dessus ce petit point vert sans cliquer, il se met en bleu. À partir de là, si je maintiens le clic gauche enfoncé, je peux le déplacer. On voit que je le déplace là. Et si je clique juste une fois, il disparaît. Voilà. Donc ça, on va juste pouvoir poser des snaps. Alors maintenant, la petite astuce, le petit cas d'école que je voulais vous montrer, pour vous donner enfin une idée de comment on peut penser et travailler ces fichiers,
Et donc moi j'avais mon image JPEG de mon plateau. Alors au début je l'ai importé, et puis bah, j'ai commencé à essayer de m'amuser à, à placer les trucs bien au centre des cases, sauf que des fois, bah, vous voyez, voilà, quand j'ai pas de dessin, donc je fais un peu au pif, puis il y a la perspective qui joue, selon comment est orientée la caméra, c'est le bordel pour trouver le centre. Donc bah en fait, ce que j'ai fait moi, hop, je vais vous montrer avec les fichiers d'origine, touc, 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 touc. Donc, j'ai mon fichier de plateau JPEG. Et ben en fait je suis retourné sur mon original Illustrator et dans mon fichier Illustrator en fait j'ai été récupérer mes cases ici et dans mes cases j'ai tracé j'ai centré des carrés et j'ai tracé les diagonales de façon à voir les centres. Je les ai mis dans une couleur un peu rose et pareil pour les cercles. J'ai mis mes cercles et du coup j'ai fait voilà donc je vais vous montrer le fichier, ce sera peut-être plus simple. Euh, si je peux lancer Illustrator. Je ne sais pas trop comment il va faire. Si je peux faire comme ça. Explorateur, bureau. Non. Ah bah non. Je vais retourner directement, je vais l'ouvrir d'ici. Alors, plateau. Plateau V2. Et... Je suis désolé du coup. J'avais pas trop prévu. J'aurais dû l'ouvrir en avance en fait. En plus il est un petit peu long à ouvrir. C'est pas grave, ça rajoute du temps à la vidéo. Comme ça, elle va bien peser 15 Go à la fin. J'espère surtout qu'elle a marché. Alors, du coup, bon, moi j'ai créé mon fichier Illustrator. Vous voyez, il est un petit peu lourd hein, parce que j'ai un peu fait ça à l'arrache. Et une fois qu'il est chargé, ça va. Et il devrait plus tarder. Bah, quoi que j'ai la vidéo qui tourne derrière, donc c'est pour ça que c'est un peu plus lent aussi. Voilà, donc il est affiché. Donc j'ai mon fichier Illustrator. Et donc ici, je les vois mes cases. Vous voyez, donc quand je suis sur Illustrator. Et ben moi ce que j'ai fait, c'est simplement aller faire des carrés qui ont la taille de mes cases là. Hop, je leur ai mis une couleur bien flashy pour pouvoir les voir. Hop, dans ces carrés, après, avec mon petit outil plume, j'ai été tracer mes diagonales. Comme ça me marque le centre. Et puis bah pour les cercles, j'ai fait pareil en fait. Hein. J'ai fait un cercle qui fait à peu près la taille de ma zone. Voilà, hop, je l'ai centré, voilà, je centre dessus. Et puis pareil, j'ai été, hop, j'ai été fixer les rayons, enfin les diamètres. Voilà. Bon après je préférais les avoir en croix, alors ce que j'ai fait, tout bêtement, fait un petit quart de tour comme ça sur le côté. Et donc j'en ai placé partout. C'est-à-dire que là, sur mon fichier, en amont, je l'ai préparé, donc ce système de tuiles avec, enfin de carré avec sa diagonale, bah après j'ai été le dupliquer sur chacune de mes cases. Et donc j'ai rempli tout mon plateau comme ça. Et après, je l'ai enregistré en JPEG sous un autre nom, bien entendu, pour pas écraser mon plateau original. Et du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, donc là j'avais mon plateau JPEG normal, celui que j'utilise. Et là j'ai mon JPEG avec toutes mes cases tracées, mes ronds. Donc ça m'a pris un petit peu de temps, mais bon, voilà, ça se fait bien. Ok, et donc celui-ci, j'ai été l'importer en fait dans Tabletop. Donc ça veut dire que j'avais mon plateau là, hop, comme il fait la même taille, il n'y a pas de risque qu'il me le dégrade. Hop, hop, je vais dans le walk. Ah. Et là je prends mon plateau V2 repérage, sélectionné, cloud, upload.
Donc là du coup il va s'importer hyper vite parce qu'il est déjà dans le cloud. Du coup il me le remet. Et une fois que j'avais ça, et ben tout simplement j'ai pris mon petit outil, aimant. Il y a un petit raccourci que je vous ai pas expliqué mais qui peut être utile dans ces cas-là, c'est la touche M qui vous permet en fait de votre curseur devient une loupe. Ah, par contre vous pouvez plus cliquer. Là si je clique ça me met pas de points. Voilà. Mais par contre ça me permet de, voilà, de me caler au centre. Après je touche plus à ma souris, j'enlève le zoom, je sais que je suis bien au centre, je clique et je pose un point. Et donc j'ai fait ça pour chaque case. Tac, tac, tac. Et une fois que c'était fini et que tous mes petits points ils étaient placés, comme ils sont pas liés à l'image, et ben j'ai simplement réimporté mon plateau hein, d'origine. Hop. Et voilà. Et là maintenant je sais que tous les points, eh ben, ils sont à la bonne place. Voilà. Donc ça c'est voilà, ça et la création de deck, c'est les deux trucs un peu techniques. Et encore c'est pour bien chiader vos jeux, mais on a réussi à jouer avant même que je trouve comment aimanter les cartes. Mais alors ça par contre quand vous le maîtrisez, bah, c'est top. Après vous êtes tranquille. Voilà. Donc maintenant on va voir le truc important. Donc ça bah, bien sûr après hein, vous pouvez le sauvegarder bien entendu. Donc bah là par exemple vous voyez là j'ai préparé une mise en place. Donc j'ai mon plateau, j'ai les cartes divinité, j'ai mes tuiles. Comme par exemple dans mon jeu, dans la mise en place, on fait une mise en place d'abord qu'avec les cartes normales et on laisse les cartes martelées de côté. Et une fois que la mise en place est finie, on mélange les deux decks. Et on commence à jouer. Donc bah, en fait moi dans ma mise en place je les ai déjà séparés, ça évite de les trier à chaque fois. Voilà, j'ai préparé les pions, le plateau, et puis bah, j'ai enregistré le truc comme ça quand je crée une partie, bah, j'ai juste à charger ce fichier là et tout est déjà prêt à jouer, les cartes sont déjà triées. Euh, donc maintenant, pour créer une partie. Alors pour créer une partie, donc on va revenir au menu principal. Main menu, yes. Alors quand vous créez une partie, désolé pour la petite musique, on peut pas y échapper. Alors le hot seat je vous le conseille pas, enfin sauf si vous voulez jouer chez vous avec vos enfants, mais le tour par tour là c'est un peu relou. Single player on l'a vu quand on s'est mis en mode création. Et si je clique sur multiplayer, alors là du coup je peux donner un nom au serveur, c'est pas très important. Et après type de serveur, alors vous avez trois options, souvent les trois sont cochés par défaut, donc méfiez-vous. Vous pouvez soit faire sur invitation, ça veut dire que ne pourront jouer que les joueurs que vous invitez via la fonction de Steam que je vous montrerai. Soit que les amis, ça veut dire que bah, vous lancez une partie, vous invitez pas forcément du monde, mais les gens qui sont dans votre liste d'amis Steam, s'ils voient que vous êtes en train de jouer, qu'ils ont tabletop et qu'ils veulent venir se faire une partie avec vous, ils peuvent s'incruster dedans. Ou public, et là public, bah, c'est par exemple les mecs que vous connaissez pas qui arrivent, qui font join et qui voient la liste des serveurs, bah, ils vont voir votre serveur dedans, s'il y a des places, et ben ils vont s'incruster, sauf que bah, vous les connaissez pas. Et donc ça peut être intéressant aussi, hein, mais du coup, bah, des fois quand vous êtes en mode créa, faites bien gaffe, parce que si vous avez laissé public activé, pendant que vous êtes en train de bricoler votre proto, il y a des mecs qui viennent se connecter et qui commencent à jouer avec les éléments du jeu, quoi. Enfin, donc, bon. C'est pour ça que moi j'en ai kické deux déjà, parce que j'avais pas fait gaffe à ça. Donc là on est en mode invitation, donc c'est pour inviter des joueurs. Ici vous mettez le nombre maximum de joueurs, donc c'est-à-dire que vous pourrez pas avoir autour de la table plus de joueurs que ce qui est indiqué là. Quand par exemple, je sais pas, Bright Like an Egyptian, il joue à 4 maxi, donc on va en mettre 4. Donc important aussi, parce que si vous avez configuré le système de tour, il faut absolument lui dire combien vous mettez de joueurs. Hein, parce que, voilà. Donc là, je fais créer le serveur se crée, il va me demander de charger un jeu auquel je veux jouer, donc là, hop, on va lancer celui-là. Ok, et donc là, c'est bon, c'est fait, je suis prêt, et il me dit que c'est le tour de Clôture Sympa de jouer, puisque par défaut, dans les options de tour, on voit bien que là on est en automatique, donc, mais il fait commencer le blanc, donc voilà. Ok, j'ai désactivé les interactions, j'ai activé le tour, tout va bien. Donc, qu'est-ce qui peut être intéressant aussi quand on crée une partie si vous êtes admin, c'est déjà pour que ce soit plus agréable de désactiver tous les menus là qui servent à rien. Donc bah, ça en fait vous l'avez dans menu, configuration, interface, et donc vous allez pouvoir par exemple décocher le top menu. Alors player name je vous conseille de le laisser, c'est plus sympa, comme ça on voit qui est connecté. Vous pouvez désactiver les notes,
les outils, et puis laissez peut-être le chat, je vais vous montrer ce que c'est. Là vous faites appliquer, et donc voilà, donc là vous avez déjà un espace de jeu qui est un peu plus clair. Alors le chat c'est le petit truc qui est en bas ici, ça peut servir s'il y a des gens qui veulent se taper des messages, voilà. Ou comme Laurent quand il a pas de micro casque, du coup on se parle tous et puis voilà. Non, du coup voilà, ça c'est le petit truc sympa, le chat. Voilà, donc là vous êtes prêt à jouer. Donc ici vous avez votre nom qui apparaît, donc vous pouvez changer votre propre couleur, hein, comme vous cliquez sur votre pseudo, vous faites change color, genre moi je décide d'être rouge, hop je me mets en rouge, et du coup je suis rouge, et je suis joueur rouge. Voilà. Et du coup, bah, comme il n'y a pas de joueur blanc, je sais pas trop ce qu'il me fout là, mais c'est pas à moi de jouer, c'est un peu bizarre. Donc, là il va falloir inviter des amis. Vous avez le bouton plus. Et donc là vous voyez votre liste d'amis. Et donc bah, vous cliquez sur inviter pour chaque joueur que vous désirez inviter. Lui il va recevoir une notif disant bah machin a lancé une partie, vous invite à jouer, et s'il clique sur le bouton, ça va automatiquement lancer le tabletop si le joueur le possède, bien entendu, et il va directement, il va sauter l'interface et tout ça, il va directement arriver dans la partie. Et là, la première chose que le logiciel va lui demander, il va se retrouver là-dessus, et la première chose qu'on va lui demander, c'est choisir ta couleur. Et donc il va choisir sa couleur. Voilà, tout simplement. Donc là, moi, si je me remets blanc, je suis à peu près sûr que là... Non, ça c'est bizarre. J'ai plus le N-turn. Alors, à tout moment, le truc configuration, tout ça, vous pouvez l'afficher, parce que bien entendu, il est plus en haut, le truc menu, avec la touche Escape. Voilà, ça vous permet d'afficher ça. Donc à tout moment, vous n'êtes pas paumé, hein, vous pouvez aller rafficher hein, les trucs de l'interface. Hein. Il y a juste un truc qui m'embête un peu, c'est que dans les options, le turn... Ah oui, je l'ai désactivé. Oui, oui, c'est parce que je l'ai désactivé. Hop, hop. Voilà. Ok, parfait. Là, si je me mets en rouge... Oui, mais du coup, il dit pas que c'est à moi de jouer. Ça, c'est un peu chiant. Parce que j'ai pas respecté les ordres de tour. Ah ouais, en fait, ça le désactive. Ah, c'est peut-être un petit bug du logiciel. Donc, bah, il y a intérêt à bien paramétrer les couleurs avant, en fait. Hein, je vous le dis. À mon avis, faut peut-être laisser en custom alors. Si moi, par exemple, je veux qu'il y ait que du rouge, du jaune, du vert et du bleu dans mon jeu. Si je fais ça, je pense que c'est ça en fait. Bah après vous dites au joueur quelle couleur il a le droit de prendre. Voilà, et vous voyez en fait la table tourne automatiquement. Bon après c'est pas hyper intéressant, hein. Vaut mieux vous remettre, quand c'est votre tour de jouer, remettez-vous droit, parce que de toute façon même si vous êtes là-bas, en haut, les cartes que vous avez en main, vous les verrez toujours en bas de votre écran. Et quand vous piochez des cartes, si vous les glissez vers le bas de votre écran, elles vont automatiquement dans votre zone, où qu'elles se trouvent autour de la table. Un espèce de petit raccourci, donc c'est quand même plus agréable. Ouais, ça se désactive systématiquement dès qu'un joueur... Ah ouais, en fait, ah, bah c'est simple en fait. Une fois que les joueurs ont choisi leur couleur, il suffit d'activer le système de tour. Donc quand vous avez fini, bah après du coup, vous pouvez refaire disparaître le top menu et vous pouvez jouer tranquille. Et donc bah quand j'ai fini mon tour, donc là en plus j'ai désactivé les interactions, donc ça veut dire que bah quand tant que moi j'ai pas cliqué là, il n'y a que moi qui peux déplacer le matériel du jeu. Les autres joueurs, c'est comme si tout était verrouillé pour eux. Et ben voilà, et ben vous savez tout sur Tabletop Simulator, du coup c'est très simple. Alors bien entendu, vous pouvez sauvegarder des parties, à condition de les reprendre dans les mêmes conditions. Mais si vous n'avez pas fini une partie, bah, vous pouvez tout à fait, alors du coup il faudra retourner afficher le top menu. Bien. Et donc bah, vous allez dans Games, vous faites Save, et puis bah, vous donnez, hop, vous faites Save Game, vous donnez un nom à votre partie, et ça va vous générer une copie de votre jeu avec la partie en cours. Et il n'y aura plus qu'à recharger celle-là avec les mêmes joueurs pour la continuer. Voilà, voilà. Et ben, écoutez, s'il y en a qui ont des questions, bah, vous savez où me joindre. Là, vous avez vraiment toutes les bases. Et je vous dis, moi, pour faire ce jeu-là, une fois que je connaissais les outils, je me suis pas mal entraîné sur Age of Cards et puis 60 secondes et tout ça là pour générer des protos. Et pour faire celui-ci, là, importer mes decks. Toutes mes tuiles, le plateau, générer les petits points, tout ça machin. Avec les petits points, il a fallu compter 1 heure à peu près. Faut 1 heure pour faire un proto complet. Hein. Donc c'est pas bien méchant. Voilà, sur ce, à bientôt les gars.